Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. La série noire des inondations se poursuit en Algérie, des pluies intenses ayant provoqué des crues et des inondations dévastatrices. De nombreuses routes sont transformées en cours d'eau ou coupées à la suite d'un éboulement. De fortes pluies accompagnées de vents se sont abattues sur les quatre coins des wilayas de Bjaya, Djidjel, Skikda et Constantine, mercredi et jeudi dernier, causant d'importantes inondations paralysant le trafic automobile et le trafic ferroviaire. Les causes des inondations peuvent être d'origine naturelle ou humaine, ou le plus souvent sous forme de combinaison des deux facteurs. Les dégâts peuvent être plus ou moins importants en fonction de la qualité des mesures préventives mises en place par l'État. L'objectif d'une politique de prévention est de protéger les vies humaines et les biens matériels, mais aussi de limiter les risques en optimisant et facilitant l'écoulement des eaux pluviales. Des questions qui soulignent en pointillé une urgence, celle qui consiste à mettre en place des politiques et programmes de prévention sérieux et rigoureux face aux risques de catastrophes naturelles, inondations, incendies, séismes. Y aura-t-il une enquête de terrain pour établir les causes et les responsabilités de ces inondations dévastatrices afin de prévenir des risques de même nature pour l'avenir? Existe-t-il des plans de prévention des risques naturels, séismes, incendies, inondations, épidémies dans notre pays? Un plan ou programme de prévention est l'un des instruments essentiels de l'action que doit mener chaque État qui se respectent pour protéger les citoyens, leurs biens et l'environnement dans lequel ils vivent. Existe-t-il dans notre pays une carte des zones inondables, constructibles et non constructibles? En fonction de chaque zone seront définies les mesures opérationnelles nécessaires pour réduire les risques d'inondation. Existe-t-il une réglementation rigoureuse concernant la gestion des eaux pluviales, par exemple intégrer dans toute conception de bâtiment un réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales vers la canalisation publique? Existe-t-il un programme budgétisé de rénovation, de réparation ou d'entretien des canalisations qui recueillent les eaux pluviales? Existe-t-il une réflexion autour de cette question épineuse? Comment mieux bâtir en zone inondable constructible? Normes spécifiques, matériaux garantissant les solidités des constructions, aménagements adaptés de l'espace. Quelle est la place accordée aux facteurs risques d'inondation dans les politiques d'aménagement du territoire et des plans d'urbanisation? Existe-t-il des mesures fiables de prévention concernant une possible contamination des eaux de robinet dans les zones ravagées par les récentes inondations? En effet, les inondations laissent souvent place à des pollutions de toutes sortes, carburants, produits chimiques émanant de dépôts, qui pourraient affecter l'eau potable. Les mêmes questions peuvent être posées lorsqu'il s'agit des autres risques de catastrophes, par exemple incendies, séismes et épidémies essentiellement. S'il y a des pluies, tout va partir. S'il y a des incendies, tout va partir. S'il y a un tremblement de terre, tout va partir. Il est temps de mettre fin au bricolage, à l'urbanisation anarchique, à la corruption dans les réalisations des projets publics et aux négligences criminelles. Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro. Inondation en Algérie, bricolage, incompétence et négligence criminelle. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nazim Taleb, militant politique, mouvement Rached. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs. On aura aussi le plaisir d'accueillir Kamal Mouktefi, qui est militant politique, universitaire aussi. Il est avec nous depuis le Canada.
via Skype. Si Kamal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sénassar. Bonsoir aux invités. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. On a aussi Boualem Ziani depuis Bdjaya. Bdjaya qui a été touché donc par ces inondations. Ziani, il faut le rappeler, donc, qui est syndicaliste. Il est avec nous depuis Bdjaya via Skype. Boualem Ziani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. On va essayer de dire un peu voir un peu cette nature qui nous a gâté un peu notre gestion. On va voir un peu les inondations, les coupures de route et cette gestion aussi catastrophique de l'urbanisme et de l'habitat de manière générale. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Boualem Ziani, d'avoir accepté l'invitation. Nazim Taleb, je vais commencer avec vous cette émission. Avant de vous donner la parole, on va juste regarder ces images bien sûr, qui ont marqué les Algériens. Chaque année, on peut dire c'est la même chose. S'il n'y a pas de pluie, c'est une catastrophe. S'il y a de la pluie, donc, c'est une autre catastrophe. On regarde ces images et je reviens juste après à mes invités. Donc ces images, vous avez vu, donc surtout la wilaya de Djidjil qui a été touchée. On a vu des nouveaux bâtiments, ce qu'on appelle donc ces nouvelles villes qui ont été construites ces dernières années. Beaucoup d'alertes par rapport donc à ces constructions étaient lancées par les citoyens par rapport à la qualité donc des matériaux qui ont été utilisés dans ces bâtiments, mais aussi l'endroit dont ces bâtiments ont été construits. Nazim Taleb, chaque année, on voit les mêmes images et chaque année, le même constat, mais rien n'a été fait. Nazim Taleb. Merci Nasser. Bon, rien n'a été fait, rien ne se fera. C'est aussi simple que ça. Le citoyen, c'est le dernier souci des dirigeants en place. On le sait très bien que, par exemple, en Algérie, 70% de l'Algérie après indépendance, c'est des nouvelles constructions, c'est de nouvelles villes, nouveaux villages. Si ça a été construit d'une manière astucieuse, d'une manière avec une expertise, avec une qualité de l'infrastructure qui pourrait être irréprochable, parce que les techniques existent depuis quand même pas mal de temps, ces villes et ces villages pouvaient être même un vecteur de traitement des eaux de pluie, justement, parce que toutes ces pluies-là qu'on voit, c'est des pluies qui ne vont pas dans les regards et donc forcément ne sont pas traitées. Donc imaginez les millions de mètres cubes qui vont tout simplement aller à la mer. Sans parler bien sûr des dégâts au niveau des bâtiments. Les voitures, vous avez vu, complètement englouties par les eaux. Donc imaginez les milliards de dommages, aussi bien pour le citoyen. Et quand on sait la qualité des assurances en Algérie, on est bien persuadé que les citoyens ne vont pas recevoir la totalité des dommages qu'il a encouru, aussi bien dans son bien immobilier que de son bien meuble, à savoir une voiture. Donc encore une fois, c'est prévisible, c'est chaque année ça se passe la même chose et ça va empirer parce qu'encore une fois,
on fait des effets d'annonce et on fait des annonces et on fait des constructions euh, sans avoir le moindre intérêt pour la qualité de ces constructions et donc le confort du citoyen. Parce que tout ça, comme vous avez dit, il y a deux choses. Il y a les œuvres c'est-à-dire les œuvres d'art ou plutôt ce qu'on appelle les travaux publics, c'est-à-dire tout ce qui est les routes, les regards, etc. Mais vous avez aussi les habitations. Dont Tebboune, l'actuel président, a été plusieurs années ministre de l'habitation. Donc il doit être également tenu responsable de cette catastrophe urbaine qui est devenue l'Algérie, c'est-à-dire une anarchie totale, même au niveau résidentiel. Chacun construit comme il veut. On n'a pas, dans certains pays, vous avez également une séparation au niveau des eaux usées et des eaux de pluie. Ça n'existe pas en Algérie alors qu'on pouvait le faire. Séparer les regards pour par exemple, pour les eaux usées, il y aura un circuit. Pour les eaux pluviales, il y aura un autre circuit. Tout ça n'a pas été fait. On fait des centaines de milliers de logements. C'est des blocs de bâtiments et c'est une explosion sociale qui va après parce que quand on les visite, on voit qu'il n'y a aucune infrastructure autour de ces bâtiments. Il n'y a pas de complexe sportif, il n'y a pas d'espace culturel pour les gens, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas de zones d'activité ou de zones industrielles ou de zones des business centers, c'est-à-dire pour créer de l'emploi, pour créer de l'activité au sein justement de ces blocs d'immeubles. En fait, on a construit des cités dortoirs depuis des années. Malheureusement, ça a été très très mal fait. Comme vous avez parlé tout à l'heure, la qualité de l'infrastructure et des bâtiments, c'est un autre sujet parce que, encore une fois, les bâtiments ne sont pas, comme on dit aujourd'hui, avec les évolutions technologiques à énergie positive, c'est-à-dire c'est des gouffres énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, l'augmentation de la consommation de gaz en Algérie ne cesse d'exploser. On a atteint, je crois, le pic du 50-50%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle consomme autant de gaz que ce qu'elle exporte, c'est-à-dire à peu près 53 milliards de mètres cubes par an. À cause de quoi? Mais à cause aussi de ces bâtiments qui sont des catastrophes des catastrophes en termes de consommation de gaz, d'électricité et toute l'énergie qu'on pouvait économiser avec une bonne construction respectant les dernières normes et le respect de l'environnement surtout. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Kamel Mouktefi, quand on voit donc ces images, bien sûr, la question qu'on se pose, mais aussi il y a des Algériens qui réagissent, qui disent ça c'est le Mektoub et les inondations, on les voit un peu partout dans le monde, il n'y a pas qu'en Algérie. Donc pourquoi faire toute une histoire? Il y a des inondations dans des pays très respectés, très avancés. On parle des pays européens, mais aussi d'autres pays très riches. Donc l'Algérie ne fait pas exception, Kamel Mouktefi. Oui, il faut pas placer ces événements dans une situation de fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que c'est des phénomènes naturels qui arrivent souvent, et puis surtout dans les pays là où il y a forte pluviométrie. Et ce qui diffère de ces pays-là et le nôtre, l'Algérie, c'est la politique de prévention, c'est la politique de gestion des risques. Donc, est-ce qu'on a une politique de gestion des risques fiable, bien réfléchie? C'est possible qu'on en a au niveau des experts, au niveau des techniciens qu'on a formés en Algérie. On en a des techniciens, on en a des experts, on a des universitaires. Quand on les entend parler sur les plateaux de télévision à l'extérieur du pays surtout, hein, ceux qui ont fui l'Algérie et ceux qui écrivent actuellement, ils ont le courage d'écrire. Ça veut dire qu'on a des experts, mais est-ce qu'on leur a fait confiance pour justement écouter leurs alertes et se préparer à d'éventuels risques comme ça qui pourraient coûter cher, comme cette fois-ci on a perdu 8 donc à l'ouest de l'Algérie. On a 8 morts à l'ouest de l'Algérie. Donc je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes. Et aussi les pertes en biens matériels et tout ça, les dégâts sur le plan matériel et tout ça. Ça, c'est pas
c'est pas le miktoub, c'est pas une fatalité, c'est parce que nous n'avons pas réfléchi, c'est parce que la politique de gestion du foncier ne tient pas compte de la politique de gestion des risques liés à l'inondation. Regarde, est-ce qu'on a, vous l'avez abordé dans votre introduction, Nasser, est-ce qu'on a une politique de désignation des zones inondables? Est-ce que ces zones inondables, est-ce qu'on interdit la construction dans ces zones-là? Quand on connaît la politique de gestion du foncier en Algérie qui répond à des logiques claniques, à des logiques de mafia, je ne pense pas qu'une zone inondable est respectée par premier temps les autorités pour interdire la construction dans ces zones-là et protéger des vies humaines, protéger des biens matériels au niveau de ces zones-là. Non, on n'a rien de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. La question qui se pose, nous avons vécu l'épisode de 2001 à Bab el-Oued. Qu'est-ce que nous avons appris de cet épisode-là? Qu'est-ce que nous avons appris? Est-ce qu'on a amélioré notre système de gestion de risque? Maintenant, à chaque catastrophe, que ce soit le feu, que ce soit les inondations, on jette la patate chaude entre les mains des services de protection civile. Ils peuvent plus. Les services de protection civile ne peuvent plus répondre parce que on peut les aider à alléger un peu le fardeau en ayant une politique bien réfléchie. Et la politique, elle n'est pas réfléchie par un individu, par un comité de l'État. Elle est réfléchie entre le technicien et le politique, parce qu'il y a des décisions politiques à prendre, il y a une législation à produire pour justement protéger le pays contre ce genre de situation. Malheureusement, nous faisons face à une instabilité politique depuis des décennies. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de ce genre de problèmes, de phénomènes, parce qu'ils sont en train de gérer le pouvoir algérien depuis des décennies. Ils gèrent ce qui est apparent, ce qui peut toucher concrètement le citoyen. Mais les problèmes comme ça, on ne peut pas les prévenir parce que on les délaisse jusqu'à ce qu'ils nous tombent dessus. Eh ben, on essaye d'exploiter la religion. On dit c'est le Mektoub, on dit ceci, cela, c'est Allah. Et puis, regardez comment ils ont exploité le séisme de Boumerdès et tout ça. Non, dans les pays qui se respectent, on réfléchit, on planifie et on prévoit la prévention, on fait de la prévention. Et on avertit les gens et on met des mécanismes juridiques et législatifs pour justement prévenir ce genre de catastrophe. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Boualem Ziani, je vous donne la parole, donc, mais on va regarder juste cette petite vidéo. On est en train de voir donc dans la région de Bouira, les gens sont en train de chercher s'il y a des disparus ou des corps. On regarde ces images et je reviens juste après ça. Donc les personnes de la protection civile, ils étaient en train de chercher. Là, on parle de la neige, mais aussi de la pluie. Boualem Ziani, le problème qui existe aussi en Algérie, souvent, et quand on parle des catastrophes naturelles, souvent les Algériens sont livrés à eux-mêmes, si on peut dire, pour faire face à ce genre de catastrophes naturelles, non seulement quand il s'agit des inondations, mais aussi, on l'a vu quand il y avait les incendies dans la région de la Kabylie, les personnes étaient avec des pelles pour faire face à des feux, à des incendies. Vraiment, c'est un problème par rapport donc, à cette question, à cette responsabilité de l'État pour faire face donc, à ces catastrophes naturelles. Boualem Ziani. Bien sûr, quelque part, on sent un peu nous vivons en Algérie, nous vivons des conditions bien sûr un peu difficiles. Et chaque fois que la nature, les séismes, les inondations, les forêts, etc., on se sent un peu
dans l'insécurité totale parce que nous savons qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire dans la gestion de toutes les choses faites, les deux engagements de l'État au niveau politique, notamment par rapport à la protection civile, les champs pour les forêts. Maintenant, par rapport à l'inondation, ça veut dire le citoyen algérien voit comment ils sont réalisés les projets, voit la réalité sur le terrain. Ça veut dire nous avons vu comment les gens construisent sur des wedges, comment ils mettent leur remplis dans les grands les wedges, etc., qui restent ici. On dirait qu'il n'y aura pas de pluie. Et pourtant, ça l'air des derniers trucs qui disent qu'il y a un changement climatique, il y a un pluviométrie au niveau international. Ça veut dire il y a l'augmentation, ça veut dire la quantité d'eau qui tombe dans une journée, on le retrouvera dans une année, etc. Ça veut dire qu'il montre un peu, il y a un changement climatique qu'on doit prendre en charge. Donc, on voit un peu les contextes, comment ils sont faits, comment les regards, comment on gère un peu. Nous savons qu'il y aura des dégâts. C'est pour ça qu'ils donnent de ça. Presque les gens, lorsqu'on lance des travaux, ça veut dire le bilan, une catastrophe naturelle, lorsqu'une inondation va faire. Le génie populaire montre que lorsqu'ils vont faire quelque chose, ils vont dire alors qu'il va tomber la pluie, vous allez voir, vous allez faire, ça va tomber sur eux. C'est la réalité aujourd'hui au niveau du GAIS, au niveau du GIGIL, au niveau de toutes les routes nationales. Il n'y a pas de planification, il y a un travail bâclé, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de suivi. Quotidiennement, ça veut dire lorsqu'ils lancent le travail, des travaux publics, dans la voie publique, etc., il n'y a pas de suivi, il n'y a pas des normes. Le simple maçon, un simple citoyen, ça veut dire constate que le travail n'est pas bien fait, il est bâclé, etc. Le simple citoyen, ça veut dire, quelque part, nous remettons en cause même nos connaissances parce que nos anciens villages, ça veut dire comment ils ont été construits, il n'y a pas de fondation, ils sont construits dans des lieux où il n'y a pas de danger par rapport à l'églissement de terre, par rapport à forte tombée de par rapport à la neige, etc. Tout le monde, ça veut dire les villages sont construits avec une certaine intelligence. Alors en 2024, les années, je veux dire, normalement, on doit un peu utiliser les connaissances. On utilise les connaissances et les connaissances acquises au niveau des universités, etc. Nous constatons le contraire. Il y a un truc naturel comme ça, il y a une crise, le citoyen laissé à son compte. J'habite dans un quartier, il est coupé parce qu'il y a une route, exemple, le fait, ils refont les travaux d'assainissement en plein mode, ils ont été en train de construire, de détruire les routes, etc. Alors que ce n'est pas le moment de faire ça. On voit que naturellement, l'IF, il y a des cours d'eau naturelle. On ne peut pas changer la nature, on ne peut pas changer les cours de web comme ça, du jour au lendemain, on va changer, on va construire des murs, on va essayer de les mettre dans les bus de 30 cm à 50 cm, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quelque part, il y a un problème du geste. Boualem Ziani, juste pour rappeler, donc, Boualem Ziani, là où vous êtes à Bjaïa, vous m'avez dit, donc on a eu une discussion au téléphone avant l'émission, vous m'avez dit qu'il y a eu beaucoup de routes qui ont été barrées, donc fermées aussi à cause de ces inondations, mais aussi la région de Bjaïa a été touchée par ces inondations, Boualem Ziani. Oui, la ville de Bougie, il y a deux routes, il y a trois routes presque. La route de Bolima, c'est du côté de Est, les deux routes l'une vers l'Aqsar, Villers, Rosario, l'Aqsar, Akbouk, c'est à Soman, il est coupé à la circulation de Judée. Il est coupé, l'inondation, tu ne peux pas passer. Il reste la route d'Amizor d'étournement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inondations, il y a beaucoup tout le monde du coup, ça veut dire au niveau de la route, c'est pas facile ça veut dire de passer, une circulation énorme. Et presque Bougie, il est coupé dans la jeudi de reste des villes, des communes limitrophes. En plus, dans la ville,
ça veut dire, normalement, c'est simple. Ça veut dire, lorsqu'on voit comme géographie de la ville de Bijaya, c'est facile d'organiser parce qu'il y a des oueds à l'intérieur de la ville, il y a des oueds qui tombent à une Très bien. Bon, il faut les ouvrir, il ne faut pas les fermer, il ne faut pas construire sur les routes, sur les oueds, etc. Il faut laisser la nature suivre son chemin. Il faut laisser l'eau suivre son chemin, entrer dans les oueds. Et ce qu'on remarque, c'est que les routes qui sont devenues des oueds, on va dans les maisons, les inondations, les victimes, les dégâts, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on gère. Et parce que en intelligence, les gens doivent réfléchir sur le relief, sur l'assiette du terrain, l'environnement, où on va construire, on va laisser l'espace, on va laisser les œuvres pluviales, comment on va gérer, quels sont les caniveaux qui nécessitent, comment on va faire les ponts, etc., etc. Tout ça, on doit réfléchir à l'avance. C'est pas dans le moment de la crise comme ça qu'on essaye de voir un peu. Malgré, ça veut dire qu'on essaie de se corriger. Le plus grave, c'est qu'on n'essaie pas de se corriger, ça veut dire d'avoir des solutions qui sont... Restez avec nous, Boualem Ziani. Restez avec nous, Boualem Ziani. Nazim Taleb, je vais revenir vers vous. Donc, vous avez parlé donc des récupérations de ces eaux pluviales, si on peut dire, mais aussi est-ce qu'il y a eu une politique, mais aussi l'entretien donc des stations de pompage des eaux. Par exemple, on a la station de pompage des eaux de Sebaou vers le barrage de Taksept, donc à Tizi Ouzou, qui était à l'arrêt. Si c'est possible de voir, donc on va voir juste cette petite vidéo et je reviens à vous, Nazim Tal. Donc, comme vous pouvez lire, la station de pompage des eaux de Sebaou vers le barrage de Taksept est à l'arrêt. Donc, Nazim Taleb, la question qui est souvent soulevée quand il s'agit, donc, quand on regarde ces images des inondations ou des feux de forêt, c'est le phénomène de la corruption quand il s'agit donc des réalisations des projets de travaux publics. Et souvent, ce phénomène de corruption, et si on peut dire, il est au nœud de ces dégâts qu'on est en train de voir presque chaque année. Il faut rappeler donc qu'il y a un plan d'Orsec, il y a aussi un dispositif urgent, il y a aussi un budget. Mais malheureusement, rien n'est transparent en Algérie. On ne voit pas donc les moyens qui ont été alloués. On ne voit pas aussi le matériel qui a été alloué, puisqu'on voit ces images chaque année, donc des inondations, des dégâts que causent donc ces pluies. Si on prend un peu la question de la corruption, Nazim Taleb, qu'est-ce qu'on peut dire donc par rapport donc à ces projets qui ont été souvent montrés du doigt par rapport donc à ce phénomène de corruption? Bon, je vais être un peu provocateur, mais c'est toute l'Algérie qui est à l'arrêt, mis à part le pétrole et le gaz. En Algérie, tout est à l'arrêt. Bon, maintenant, ils ont quand même développé des minerais, mais c'est exactement le même principe que le pétrole ou le gaz. On va exploiter ce que la terre nous donnera et dans 50 ans, on verra ce que les générations futures auront pour se nourrir. Non, effectivement, la corruption, en Algérie, elle est endémique, mais je suis tenté de dire que même certains pays, il y a de la corruption. Mais en même temps, il y a une qualité de l'infrastructure. C'est-à-dire, il y a quand même des services soit de la préfecture, de la mairie, qui vont quand même contrôler, ça soit aux normes, etc. Bon, maintenant, il peut y avoir de la corruption dans l'attribution des marchés, ça existe, même dans les pays civilisés, et même dans les pays qu'on dit développés, ça existe. Moi, je réside en France, ça existe. Des affaires de corruption, même en Allemagne, existent. Mais ça n'enlève en rien que l'entreprise qui a le marché doit se conformer à des règles très strictes parce que si
demain il y a une commission et on voit que la société n'a pas respecté les normes et surtout l'organisme certificateur qui est généralement un organisme étatique, c'est devant les tribunaux, avec les médias, etc. Nous, en fait, on sent une volonté en Algérie depuis l'indépendance de détruire ce pays. C'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont corrompus, mais qui ont quand même développé des infrastructures de qualité. En Algérie, c'est tout à fait le contraire. On a l'impression il y a une volonté délibérée de mal construire, de casser les pieds aux citoyens, de faire vivre l'enfer aux citoyens algériens. Et effectivement, la corruption, il joue énormément. Mais il n'y a pas que la corruption. Je ne crois pas qu'il y a que la corruption. Il y a aussi un régime, notamment un régime militaire, au fait, qui s'accapare la décision de l'État, et le citoyen, c'est le dernier de ses soucis. C'est-à-dire qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des feux de forêt, etc. À chaque fois, on nous dit qu'il y a des commissions. Est-ce que vous avez entendu parler d'un compte rendu de commission? Les inondations, c'est chaque année qu'on les vit. Par exemple, surtout à l'Est et au centre, que Gégel, Tizi-Ouzou, Alger et aussi certains pays certaines régions de l'Ouest. Est-ce qu'il y a eu une fois une commission publique qui a donné son compte rendu, ses préconisations, etc. Non, il n'y a pas. Parce que le citoyen, c'est le confort du citoyen, c'est le dernier de leurs soucis. Et donc la corruption, effectivement, ça c'est, comme vous l'avez dit, est l'une des raisons qui ont conduit à cette catastrophe. Mais je ne crois pas qu'il n'y a pas que ça. En Algérie, contrairement à d'autres pays, malheureusement, on constate qu'on a voulu casser ce pays. C'est-à-dire, l'un de vos invités parlait, par exemple, des anciennes villas qui étaient construites, notamment à l'époque de la colonisation. Mais moi, à l'époque de la colonisation, mon grand-père me racontait, chaque septembre ou août, il y avait ce qu'on appelle des tests d'étanchéité. C'est-à-dire, on allait sur tous les regards. Moi, je viens, par exemple, de Tlemcen. Au fait, il s'assurait que tous les regards étaient débouchés, justement, avant l'arrivée des pluies. Mais aujourd'hui, en Algérie, je suis même pas sûr qu'il y a des regards sur certaines constructions ou sur certains villages ou sur certaines, ce qu'on appelle par exemple les cités dortoirs. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui tous les regards mènent vers une centrale de traitement des eaux, par exemple les eaux pluviales. Je suis pas sûr. Donc encore moins le test d'étanchéité qui doit être fait en septembre et octobre. Après, on parler par exemple de Mektoub. Le Mektoub, bien sûr, le Mektoub, c'est pour tout le monde. Il y a effectivement des effets d'inondation. Mais là, on ne parle pas quand même des mêmes quantités d'eau. Ça n'a rien à voir. Vous avez des pays où la pluie tombe pratiquement tous les jours. Bon, peut-être j'exagère, mais pratiquement tous les jours. En France, en Angleterre, en Norvège, etc. Donc eux aussi, ils ont quand même de la pluie. Mais est-ce que vous avez vu, vous, Londres, sous les pluies, ou Paris, ou Amsterdam? Amsterdam, elle est encore sous l'eau. C'est-à-dire que, mais ils ont quand même... Mais aussi, Nazim Taleb, le paradoxe, on était par exemple, puisque vous êtes en train de parler de récupération de ces eaux pluviales, on coupe l'eau, il n'y a pas d'eau. Surtout par exemple dans les grandes villes, il y a un manque d'eau. Des fois même à Alger, une fois par semaine, on a l'eau en été, alors que quand on a par exemple des pluies comme ça, il n'y a aucune stratégie pour essayer de récupérer ces eaux. Il n'y a ni une stratégie en amont ni en aval. En amont, déjà, je vous donne un exemple simple, moi, à chaque fois qui me revient à l'esprit. Quand vous allez à chaque toilette, en Algérie, vous avez une chasse d'eau qui fait 10 litres. C'est une chasse d'eau qui bouffe 10 litres en quelques secondes. Est-ce que ce type de chasse d'eau qu'on voit en Europe sont adaptés à un climat comme en Algérie? Est-ce qu'on peut nous permettre, à chaque fois qu'on va aux toilettes, de tirer la chasse sur 10 litres? Par exemple, je vous donne juste un exemple simple. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, vu le climat, vu la détresse hydrique en Algérie,
ne pas faire, par exemple, des toilettes sèches par exemple, sur certains blocs, le nouveau bloc d'habitation qu'on est en train de construire depuis 30 ans. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ça, c'est une stratégie en amont. Mais après, effectivement, vous avez la stratégie en aval. On va dire, d'accord, on va faire des chasses d'eau ou des hammams ou peu importe, etc., ou les lavages de voitures où ça consomme énormément d'eau. Les hammams, ça consomme énormément d'eau. Il n'y a pas de rationalisation dans l'utilisation d'eau. Mais en aval, comme vous avez dit, on n'est même pas sûr que toute cette eau qui est usée, elle est retraitée derrière. Je ne suis absolument pas sûr. Pourquoi? Parce que le régime algérien, le législateur, le gouvernant, il en a rien à carrer de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que quand il occupe un poste ministériel, quand il est général, etc., il se met plein les poches et il se fait une résidence ou une nationalité quelque part et il se barre. Comment le citoyen va vivre, ça c'est le dernier de ses soucis. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de gestion ni en amont ni en aval. Mais monsieur a parlé de la gestion des risques. C'est même pas, c'est les experts bien sûr qui en a. Mais eux, ils n'auront jamais le droit à la parole parce que eux, pour eux, c'est abstrait ces gens-là. Quelqu'un qui vient de l'université, qui a fait des articles, des rapports, des publications, ça, c'est des gens qui dérangent. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner le chantier à un copain ou un ami ou à quelqu'un, il touche le pactole et il s'en va. Ce qui est certificat d'achèvement, le PV de réception, est-ce qu'il est en norme, pas en norme, ça se fait avec une enveloppe en dinars ou avec un virement à l'étranger, etc. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Kamel Mouktefi, souvent, en Algérie, bien sûr, on instrumentalise, par exemple, la distribution des appartements politiquement, les grands projets, réalisations, mais aussi on se rend compte que ces appartements, que ces constructions donc, des villes, entre guillemets, nouvelles, c'est des villes fantômes, c'est des villes où il n'y a plus presque rien à part donc, ces bâtiments, mais aussi il n'y a aucune norme. On va regarder par exemple la construction du stade Mandela, un stade qui a un nom qui a été donné donc au nom de Mandela. Politiquement, bien sûr, ça a été présenté, mais aussi instrumentalisé, si on peut dire, par les autorités algériennes. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après. C'est l'idée, et je vais dire une chose que j'ai dit autant de fois que le téléphone. Aujourd'hui, il y a encore une situation qui est dérangeante pour ce qu'on veut mettre en place, c'est la qualité du terrain. Désolé, c'est de ça dont on doit parler aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là. On leur demande, mes ballons ne roulent pas, il faut aller sur, je ne sais pas comment on voit de là-haut, il faut aller sur la pelouse et filmer la pelouse et vous allez voir. Donc moi, je suis fatigué de ça. Ça fait 5 ans et demi que j'en parle. Tout ce qu'on demande, d'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach il est trop exigeant, d'avoir juste mon terrain de football, c'est tout ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé autre chose. Apparemment, c'est trop demandé ça. Donc, Belmadi qui se plaignait bien sûr du stade, nouveau stade, donc stade Mandela à Alger, de la qualité de la pelouse parce qu'il avait plu un peu. Kamel Mouktefi, souvent donc on est dans cette manipulation, mais aussi cette instrumentalisation de ce qui a été réalisé comme grand projet, nouvelle ville. Mais on est en train de voir malheureusement les images parlent d'elles-mêmes, Kamel Mouktefi. Ça m'incite à citer 2 mots pour parler de cette situation qui tourne et revient toujours en Algérie parce qu'il y a 2 mots auxquels on n'a pas donné leur vrai sens et leur place en Algérie. Le premier, c'est la prévention. Le deuxième, c'est la planification. J'ajouterai le 3e, mais l'Algérie elle est loin de l'appliquer parce que ça s'applique, même les pays développés ne sont pas tous arrivés à l'intégrer dans leur gestion, qui est la gestion des risques. Mais on arrivera là. Mais quand même, la majorité des pays, ils ont implanté, intégré les mécanismes de gestion des risques dans au moins les services, donc les départements de santé, les départements des finances, essentiellement.
et dans l'armée aussi, donc dans certains pays. Mais la gestion, la planification et la prévention, en Algérie, c'est des mots qui n'ont pas leur place. Parce que tout est géré de manière par improvisation. C'est de la gestion sur place. Il y a une crise, on essaye de gérer, d'improviser et de passer le temps, de dépenser les plaies, et puis on oublie, on attend la prochaine catastrophe. Nous l'avons vu durant les feux de forêt, nous l'avons vu plusieurs fois. J'ai cité durant ma première intervention la gestion de qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon des inondations de 2001 à Bab el-Oued. Rien du tout. Nous avons géré des morts, on les a comptés par dizaines, par centaines. Il y avait 780 décès, plus combien de perdus, on les a pas encore comptabilisés. Donc, on n'apprend jamais. Pourquoi on n'apprend jamais? Pourquoi on ne s'améliore pas? Parce que nous sommes dans un système qui n'est pas rationnel. On ne laisse pas le scientifique prendre sa place, on ne laisse pas le technicien prendre sa place, on ne laisse personne rester à la place qui lui convient. La seule place qui a le pouvoir de décision, c'est la place du corrompu. Le corrompu et le corrupteur sont à la bonne place. Ils gèrent comme ils veulent, ils distribuent des assiettes de terrain sans faire attention, est-ce que c'est une zone inondable ou non, est-ce qu'on a construit un bâtiment dans une zone inondable ou non, est-ce qu'on a alimenté le bâtiment avec de l'eau de manière suffisante, avec une réflexion, avec un esprit de scientifique. Comme vous avez cité, votre invité a cité l'exemple des chasses d'eau, c'est un exemple très pertinent. Parce que, regarde, je vais donner deux exemples. Cet exemple-là de chasse, au lieu de jeter 10 litres à la fois, ici, par exemple, au Canada, ils ont revu leur système. Vous avez des toilettes, comme des chasses d'eau, où à 2 ou 3 boutons pour tirer la chasse la quantité d'eau en fonction des besoins. On va de 1 litre jusqu'à 5 litres. Donc, on va rationaliser l'utilisation de l'eau. Vous avez aussi la récupération des eaux pluviales. Regarde ici au Québec, on encourage, on finance, les municipalités encouragent les gens à installer dans leur maison des tanks pour récupérer les eaux de pluie. Et Dieu merci que le Québec détient 16% des eaux, donc des eaux douces de la planète. Donc, c'est-à-dire que normalement, on serait les derniers à penser à ça. Mais non, mais ils encouragent parce que la quantité d'eau retenue, imagine combien de foyers qui retiennent combien de litres. Ce sont des litres d'eau qu'on soustrait de la circulation. Donc, on réduit le risque, on réduit l'impact, on réduit la catastrophe. Donc, tout ça, ça fait partie de la planification. C'est qui fait la planification? Ça se fait à 2 échelles. Au niveau du palier gouvernemental municipal, au niveau du palier gouvernemental national, avec le Parlement et tout ça. Mais les 2 paliers sont handicapés. Handicapés par la légitimité populaire, par la qualité des élus qu'on a envoyés là-bas parce que les élections locales et nationales ont été boycottées. On laisse des incompétents gérer nos infrastructures. Et quand l'infrastructure est mal gérée, l'entretien de l'infrastructure, on parle des caniveaux, on parle de l'arrivée à la fin de l'été, on se prépare à nettoyer les caniveaux, à nettoyer nos rigoles et tout ça. C'est pour justement prévenir ce genre de catastrophe. Est-ce que nous avons fait ça? Je vous le dis, à 100% en Algérie, aucune municipalité ne se soucie de ce genre de calcul, de réflexion. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Plutôt, on se soucie à qui donner tel terrain, combien il va nous donner, parce qu'il y a une question centrale, c'est vivre. Comment vivre, comment avoir de l'argent. La corruption. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Boualem Ziani, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quand on voit l'absence de l'État, il n'y a pas eu de sortie des responsables algériens. Kamal Mouktefi a souligné donc la question de la légitimité populaire. Comment peut-on expliquer donc l'absence de l'État quand il s'agit donc des catastrophes naturelles? Là, on parle des inondations. Boualem Ziani.
Une innovation, c'est qu'ils ne peuvent rien faire, mais je suis pas photo sur les réseaux Facebook, etc., en disant qu'on travaille. Le plus grave, c'est le dernier code pénal qui interdit même aux gens de se rassembler au niveau des APC et l'API, au niveau des instances. Ça veut dire eux, ils ont le droit de ne mal gérer nos affaires publiques, ils ont le droit de nous couper les routes, et nous, en tant que citoyens, en tant que pour crier notre colère, on sera punis parce qu'il y a une nouvelle code, les derniers textes, et les stipules clairement que personne ne peut couper la route, ne peut être rassemblé devant les institutions, etc. Alors que, est-ce que c'est nous est-ce que c'est les citoyens? Maintenant, c'est le constat. Il faut faire le constat, il faut faire des leçons de ces inondations, des coupeurs de route, etc. Qui gère l'argent public? C'est eux. Ils gèrent, ils essaient de mal planifier, de mal étudier leur projet. Ils nous ont aussi, pour rappeler, je me rappelle un peu des images des villages. Entre maison et maison, il y a un espace pour les eaux pluviales. Maintenant, notre cité de dortoir, ça veut dire une maison à côté d'une autre, ou même on construit sur des woods, etc., sont une réaction, etc. Tout ça fait que, bien sûr, non, eux, ils essaient de se conforter beaucoup plus dans la gestion, de continuer la gestion, et pourtant, normalement, il y a des leçons atterries dans l'histoire de notre pays. Le Irak a montré une chose, que le peuple algérien veut vivre dignement dans la liberté. Maintenant, est-ce qu'on peut l'accompagner à continuer à gérer l'Algérie comme on gère avant? C'est ça, la véritable question. Il faut que les responsables comprennent que le peuple algérien mérite à gérer mieux, mérite, il l'a exprimé pacifiquement pendant beaucoup des années sur ça. Il a lutté pour vivre, alors que on est mal servi. Et la preuve, nous sommes mal servis. Lorsqu'il tombe une quantité supérieure à la norme du permis, de la neige, d'inondation, on trouve mal à se déplacer, à faire le travail, à aller à l'école, etc. C'est ça, c'est le drame. Merci, Boualem Ziane. On ne peut même pas organiser un rassemblement comme on faisait avant 2019, ça veut dire avant le code pénal, le dernier code pénal, les amendements nouveaux. Merci beaucoup, Boualem Ziani. Barakallahu fik. Très rapidement, 30 secondes, Nazim Taleb. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport donc, à cette dernière question. Comment peut-on expliquer donc l'absence de l'État, l'absence des responsables? On n'a pas vu des responsables donc sortir, se déplacer dans ces villes qui ont été touchées par les inondations pour montrer leur solidarité, pour montrer aussi que l'État est à leur côté. Cette absence de l'État, comment peut-on l'expliquer? Très rapidement, Nazim Tal. Je crois qu'en résumé, c'est ce que votre invité a dit. Il n'y a pas de Makashraïa. Je crois que le Hirak, ils ont été clairs. Makashraïa. Quand un gouvernant il est désigné, nommé, sans légitimité, sans popularité, vous avez des partis qui occupent des sièges à l'Assemblée avec 600 voix ou 700 voix. Quelle légitimité ils peuvent avoir ou pour être, je dirais, réellement مسؤولين, c'est-à-dire quelqu'un qui est accountable, يعني quelqu'un اللي نقدروا نسألوه على comment la gestion des affaires de l'État. ما كاينش. Donc c'est tout le problème, le drame de l'Algérie. Il n'y a pas de légitimité. C'est Jana Nedam على ظهر دبابة en 62 pour résumer. Et c'est toujours le cas depuis 62. Donc, tant qu'il n'y aura pas une légitimité, tant qu'il n'y a pas une vraie implication des citoyens en Algérie, eh ben, ça sera toujours la même chose. Et le citoyen et les gouvernants, le régime d'Yennas, la seule légitimité qu'il a, c'est une légitimité des puissances étrangères. Il n'a aucune légitimité auprès des citoyens parce que ces citoyens, c'est comme le Fayadanat, c'est comme les inondations. L'Algérien, il a vomi nos gouvernants, il a vomi notre régime. Et malheureusement, c'est une question de temps, mais justement ce qu'il disait votre invité, où on empêche même les gens d'aller devant le Wali ou là devant les APC, etc., ça va nourrir encore une fois la colère. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils n'ont toujours rien compris. C'est-à-dire Merci beaucoup, Nazim Taleb. Ils n'ont rien compris et le Hirak va quand même revenir parce qu'à un moment donné, la cocotte va exploser. Merci à Teksaha Nazim Taleb. J'ai aimé la métaphore donc, entre le vomissement du Hirak et les inondations.
Yatik Saha, Nazim Taleb, on est arrivé donc à la fin de cette émission. Militant politique, mouvement de Rached. Merci à Abou Alem Ziani, syndicaliste, vous étiez avec nous depuis Bjaya. Merci aussi à Kamal Mouktefi, vous étiez avec nous depuis le Canada. Yatikoum Saha, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qawala.